Bonjour à tous. Merci à Back Market et à Delphi de nous accueillir ici. Et merci à vous aussi de venir nous voir. Donc aujourd'hui, nous, ce soir, on va vous parler de fondamentaux qui concernent les agents, donc pas seulement Claude Code, pas seulement Codex ou les autres divers dizaines, douzaines même qui existent aujourd'hui. Donc on va essayer vraiment de se focaliser sur qu'est-ce qui constitue un agent et qu'est-ce qui va nous permettre finalement de comprendre, d'utiliser, de nous approprier ces outils. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Malo Poiran, je suis ingénieur logiciel chez Pacmine, justement, on parlait rapidement avant. Donc on est une petite entreprise qui fait un outil pour aider au cycle de vie des skills et autres prompts pour les agents. Et je serai accompagné du coup de Dorian. Et bonjour à tous, donc moi je m'appelle Dorian Truchon, je travaille chez Gertrude SAEM. Pour information, on est la société qui développons le système d'automatisation et de monitoring de la signalisation bordelaise, notamment. On fait d'autres villes en France et dans le monde aussi. Alors, laissez-nous une petite seconde. Je m'inscris, oui. Attends. Non, c'est pas celui-là, c'est le deuxième. Parce qu'il y a Google en fait. Sur YouTube, non pas la page d'info. C'est ton deuxième stream. Sur Restream. Bien vu. Il y a pas mal. Bon. On est bon. Hop. Et donc, pour commencer, on aurait voulu vous faire un bref récap de notre histoire du métier de développeur. Donc, pour ça, on voulait parler du fait que, au fur et à mesure des dernières années, de la technologie qui évolue, des outils qui apparaissent, la communauté de développeurs, donc de professionnels du métier, se sont organisés pour créer différentes pratiques pour répondre aux différentes problématiques qui sont émergées. C'est comme ça qu'on a vu naître la programmation structurée, l'agile, le craftsmanship notamment. Mais alors aujourd'hui, en 2026, le dernier outil, ce sont les agents. Bon, un agent, c'est un peu un mot valise. Donc on a décidé de choisir une définition, celle d'Anthropic, à savoir un LLM qui, dans une boucle, qui utilise des outils pour accomplir une tâche. Bon, dans cette phrase, il y a deux mots qui vont nous intéresser vraiment, c'est LLM et outils. Pour commencer, un LLM, c'est une fonction mathématique. C'est un générateur de tokens qui utilise des probabilités. Pour ce faire, le LLM il va lire tous les tokens précédents et déterminer quel token a le plus de chances d'être le suivant. Bon, ce que ça implique, c'est qu'au fur et à mesure que la discussion avance, qu'on génère des tokens, eh bien, il faut relire tous ceux d'avant, donc la complexité augmente. Je vous ai mis un petit graphique pour montrer que ce n'était pas linéaire. Bon, générer des tokens, c'est bien, mais comment on génère des tokens utiles? Ben pour ça, les agents demandent à leur LLM de générer une conversation avec un utilisateur en essayant d'incarner un assistant qui va aider l'utilisateur justement à résoudre ces problématiques. Au fur et à mesure de la discussion, les tokens viennent se cumuler dans ce qu'on appelle une context window, donc qui, au bout du compte, va être constituée d'abord du système prompt fait par le créateur du modèle, les questions de l'utilisateur, les différents fichiers qui vont être lus, les logs, et évidemment les réponses du token. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que tout récemment, on a vu des modèles apparaître avec des fenêtres de contexte de près de 1 million, 2 millions de tokens. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, 1 million de tokens, ça suffit à passer la trilogie du Seigneur des Anneaux et encore avoir un petit peu de place pour le Hobbit. Bon, c'est bien d'avoir la place, mais il ne faut pas nécessairement chercher à tout remplir non plus. On a pris ce petit graphique pour montrer assez rapidement que, bon, on ne le voit pas très bien, c'est pas très bien imagé, mais dès 10% de la fenêtre de contexte remplie, GPT 5.4 il commence déjà à être beaucoup moins efficace, à se tromper, à avoir des problèmes à retrouver des informations un petit peu précises. Donc voilà pour la partie LLM. Maintenant, les outils. Bon, c'est assez simple en réalité. Le LLM ne fait que écrire qu'il a besoin d'utiliser un outil. Et ensuite, le petit programme dans votre terminal, l'agent va interpréter cette string et appeler l'exécutable qui est derrière. Ce sont des primitives. Ça peut nous servir aussi bien à lire un fichier, en écrire un, utiliser une CLI, un MCP ou quoi que ce soit d'autre. Et donc voilà pour la partie un petit peu technique. Maintenant qu'on a ça, on aimerait se concentrer sur des pratiques qu'on peut mettre en place pour mieux exploiter ces outils. Merci, Dorian. Du coup, oui, on va vous présenter 5 clés, 5 fondamentaux que vous retrouverez, je pense, partout et que vous avez peut-être même déjà appliqués sans le savoir.
Notre tout premier, c'est garder le contexte focus. Donc, on a parlé de fenêtres de contexte qui devenaient de moins en moins précises dans leurs résultats au fur et à mesure qu'elles grossissaient. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le garder focus et petit? La première étape, c'est peut-être de savoir où on en est. Donc, la plupart des outils, comme Cursor par exemple, nous proposent un petit élément graphique pour voir où on en est dans la consommation de notre contexte. D'autres outils comme ce terminal nous permettent de les customiser pour afficher une status line qui a exactement le même rôle, c'est savoir où on en est à peu près. Et certains, je prends l'exemple avec Claude Code, nous permettent d'avoir un petit peu de détails sur ce qu'il y a dedans. Donc ça reste assez haut niveau, mais au moins on peut savoir qu'est-ce qui prend de la place. Donc sur cet exemple, là, on voit que quasiment tout le contexte qui est utilisé, c'est des messages, c'est l'historique de communication. Donc jusque-là, tout va bien. Si on avait vu, par exemple, que les systèmes prompts ou les custom agents, ils prenaient 20% du contexte de base, là, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Parce que ça voudrait dire qu'on commence un nouveau thread avec un nouvel agent et il est, dès le départ, à 20% de consommé. Donc déjà dépassé la limite de 10%, par exemple, de ChatGPT. Enfin, de GPT 5.4. Mais on a des outils aussi qui sont proposés par les agents eux-mêmes pour garder le contexte focus. Et le premier de ceux-ci, c'est les sous-agents. Donc un sub-agent, c'est lui aussi un agent, donc ça veut dire qu'il a lui aussi une fenêtre de contexte, mais sa particularité, c'est que son agent principal, l'orchestrateur, ne lit pas ce qu'il est en train de faire. Lui, tout ce qu'il obtient, c'est le retour, la réponse de l'agent, un peu comme une fonction. Donc il y a plusieurs façons de l'exploiter. La première méthode, c'est tout simplement de faire toute la charge de travail au sub-agent. Donc on garde notre orchestrateur, notre agent conversationnel pour discuter avec nous, pour voir vraiment au haut niveau ce que nous sommes en train de faire comme tâche, et les sous-agents, eux, vont s'occuper de lire les fichiers, d'écrire dedans, d'exécuter les commandes, de lire les logs d'erreur, tout en gardant du coup un agent principal focalisé. Il y a d'autres façons aussi de l'exploiter, c'est quand on a une grande quantité d'opérations à faire similaires et qu'on sait qu'un agent, son contexte va exploser. Donc ça nous permet de garder un contexte focalisé dans les sous-agents, mais aussi d'aller beaucoup plus vite. On peut faire 10, 20 sub-agents en parallèle. Je crois que Claude Code n'a pas trop de limites sur ce qu'on peut lancer en parallèle, par exemple. Le dernier petit tip que je donnerais pour garder le contexte focus, c'est de compacter intentionnellement. Il y a un nom que tu as trouvé un petit peu pour ça, c'est les handoffs. Donc l'idée, c'est un document écrit qui va contenir toutes les informations nécessaires pour continuer la tâche le plus rapidement possible. Donc ça veut dire sans avoir besoin d'exploiter la base de code, sans avoir besoin de poser des questions à l'utilisateur. On pourrait faire l'analogie avec un collègue. Quelles informations j'ai besoin de lui donner pour qu'il puisse continuer la tâche sans interruption? C'est vraiment ça l'objectif. On peut l'utiliser de plusieurs façons différentes. On peut l'utiliser pour garder une tâche, une conversation focus avec un agent, en lui demandant de compresser régulièrement dans un handoff ce qu'il est en train de faire, ce qui nous permet de tuer l'agent et d'en créer un avec le handoff, sans interruption, mais aussi de découper une grosse tâche en plusieurs tâches, et par exemple de copier-coller le fichier ou de l'envoyer à un collègue pour qu'il puisse travailler de son côté. Donc voilà, donc ça, on est bon sur garder le contexte focus, pour avoir du coup des bons tokens de qualité dedans, des bonnes informations. Et ça, c'est justement notre deuxième fondamental, capitaliser l'information. Donc ce qu'on veut continuer à faire, ce qu'on faisait déjà en tant que développeur, c'était comprendre des problèmes, décider de contrats, définir le mieux, faire des code reviews pour juger de si ce qu'on a fait est bien ou pas. Mais aujourd'hui, à l'ère des agents de code, on peut commencer à apprendre à déléguer l'écriture du code, le refactoring, l'exploration de la code base, la rédaction des tests. C'est des choses qui n'ont pas de valeur d'un point de vue de l'information. Ce qu'on peut dire avec ces raisonnements, ces informations aujourd'hui, c'est qu'on a des outils pour les capitaliser. Et ces outils sont essentiellement incarnés par les skills. C'est vraiment dedans qu'on va pouvoir traduire toutes les informations qui ont été données à un moment ou à un autre à un agent, que ce soit via le prompt à la main ou une recherche Internet ou dans la code base. Donc concrètement, c'est un dossier avec des fichiers de Markdown dedans avec des prompts. Donc on peut vraiment mettre beaucoup de choses dedans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre des scripts. Donc les scripts, ça va nous permettre d'avoir du déterminisme à l'intérieur de nos skills, dans l'utilisation des agents. Et ça tombe bien, parce que c'est notre troisième fondamental. Donc scripter tout ce qui peut l'être. Parce qu'à l'ère des agents de code, un script, ça ne coûte rien du tout à produire. C'est 30 secondes, 1 minute, 2 maximum. L'avantage d'un script, c'est qu'il est déterministe, il ne coûte pas de token. C'est instantané, et puis surtout, c'est testable. Ça veut dire qu'on peut valider les cas d'usage du script, et si on en rencontre des nouveaux, le mettre à jour en créant un nouveau test associé.
Avec ces scripts, ce déterminisme, du coup, on va vouloir ajouter des guardrails, des garde-fous pour garantir que ce que va produire l'agent, il est à minima au moins à 80-90% aligné avec ce que j'ai envie de relire moi en bout de chaîne. Parce que le temps cognitif humain, il est important. Et avoir des garde-fous, ce qui est intéressant, c'est que l'agent, il va les exécuter lui-même. Donc, il va avoir une boucle de feedback sur son propre travail avant même que l'humain intervienne. Donc, le guardrails, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans le repo, comme les skills, parce que c'est quelque chose qui vit avec le code au même titre que les prompts, les spécifications, comme dit très justement juste avant. Et comme ils sont dans le repository, ça veut dire qu'on peut les mettre à jour avec les agents. Ça veut dire qu'on peut avoir des skills pour mettre à jour ces garde-fous. Ils sont versionnés, on peut faire des PR avec des reviews avec nos collègues. Donc, ça nous assure une qualité sur la base de code, sur ce qui est produit par les agents, ce qu'ils produisent beaucoup aujourd'hui. Et donc maintenant, c'est bien, on a un agent qui est focalisé, avec des bonnes informations de qualité, l'assurance qu'il ne va pas faire de bêtises. Mais nous, dans tout ça, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces agents, à ces outils? Parce qu'on n'a parlé que d'autonomie, on n'a parlé que de délégation, mais au bout du compte, c'est quand même nous qui sommes payés et c'est nous qui sommes responsables légalement de ce qu'on produit. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas se permettre de déléguer le raisonnement. On est obligé, en pleine conscience, de savoir ce que l'on fait avec les agents de code. Pour vous donner une petite phrase à retenir, sur le rapport DORA de 2025, une des grandes phrases emblématiques de ce rapport, c'est « l'IA amplifie les forces des organisations performantes et les dysfonctionnements des organisations en difficulté ». Donc c'est vraiment aligné avec ça, c'est l'IA et c'est un moteur multiplicatif. Et faire partie du processus, c'est aussi un acte de maintien de compétences tout autant que de QA. Donc maintenant qu'on a un agent qui a des guardrails, le moment où nous on intervient en tant qu'humain, c'est le moment où on apporte de la valeur. Parce qu'on a garanti que, j'ai envie de dire, c'est comme les code review, quand on répète toujours la même chose, il n'y a pas de valeur dans ce qu'on répète. Ça peut déjà être fait par un outil de code review automatique. Par contre, la valeur, elle intervient quand c'est de nouveaux problèmes, de nouveaux sujets. Et surtout, si on capitalise tout de suite derrière pour en faire des skills, là, on est dans une boucle vraiment bénéfique. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces 5 fondamentaux, en final, ils convergent vers les méthodologies agentiques qu'on a déjà aujourd'hui. Le spec-driven qui était présenté juste avant, par exemple, on voit vraiment que l'humain il est dans la boucle, qu'on utilise des CLI pour avoir du déterminisme, qu'on reste focalisé sur les tâches en cours. Donc, on va vraiment dans cette ligne-là. Le BMAD, c'est pareil, parce qu'on a des personnalités qui sont dédiées à des tâches. Il y a des scripts, des pipelines de validation pour assurer la qualité de ce qui est produit quand on passe différentes étapes de la conception à l'implémentation. Et même chose pour le Spark, qui est très similaire au spec-driven, mais qui embarque une grosse partie d'itération sur du pseudocode. L'idée fondamentale du Spark, c'est que tout le refinement technique se fait avant de coder. Donc là, on n'est pas trop mal sur les fondamentaux techniques de ce qu'on peut utiliser et d'où ça va nous emmener. Mais j'aurais aimé faire un dernier petit point avec vous avant de vous laisser sur la notion de pouvoir et de puissance. C'est 2 mots qu'on utilise souvent dans le quotidien, mais qu'on met rarement dos à dos. Pour donner une définition avec un exemple, on pourrait dire que le GPS nous donne le pouvoir d'aller partout, vite et facilement. Là où on a perdu la puissance de lire une carte, de se repérer dans l'espace, de donner des points de repère dans une ville, de savoir où est le nord avec le soleil, par exemple. Et on peut faire l'analogie tout de suite avec le code. Donc, je délègue le code à un agent, ma compétence à écrire du code va se dégrader, mais je vais avoir un autre profit derrière. Et en fait, ce qui est sous-jacent là-dessous, c'est tout simplement le principe du moindre effort. C'est un instinct de survie qui a été mis en place il y a très très longtemps, avec vraiment l'objectif, c'est si je peux accomplir une tâche avec moins d'énergie, je le fais. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec les agents. En fait, on dépense moins d'énergie mentale pour faire une tâche, donc automatiquement, on le fait. C'est automatique, il n'y a pas de réflexion là-dessus, et c'est-à-dire que c'est très bien, c'est un très bon biais, le biais du moindre effort. Mais par contre, si on n'a pas conscience qu'on est en train de déléguer quelque chose et que potentiellement, ces compétences vont se dégrader, et bien là, on a un problème. C'est pour ça que je vous invite à vous poser régulièrement cette question. Suis-je d'accord pour voir se détériorer une compétence que je délègue? Merci à vous.
Est-ce que vous avez des questions? Tu veux... Si vous pouvez répéter les questions. Ouais. Des questions? Ouais, du coup, dans votre presse, vous n'avez pas parlé des. Attends. C'est bon. Dans toute votre presse, vous n'avez pas parlé du coup des MCP. Alors oui, effectivement, on n'a pas du tout parlé des MCP dans notre présentation, et en fait, c'est intentionnel. Le MCP, c'est un protocole qui est apparu il y a à peu près 1 an maintenant. Il a fait beaucoup de bruit, il est arrivé très vite dans les agents, et le problème, c'est qu'il est arrivé dans les agents de code. Donc, le MCP, c'est utile pour des agents, mais foncièrement, en fait, ce que c'est un MCP, c'est des prompts qu'on va injecter comme, dans le LLM avec l'agent, donc ça va lui manger de la place de mémoire, plus on rajoute d'outils dedans, et toujours systématiquement. Alors qu'un agent de code, il a accès à un shell, il peut exécuter des commandes. Du coup, c'est bien plus efficace de créer un skill avec des scripts ou de lui apprendre à utiliser une CLI. Par contre, le MCP, il a des cas dans lesquels c'est vraiment utile. Par exemple, si vous avez un agent sur Slack, vous pouvez connecter un MCP à l'agent sur Slack, et quand vous parlez dans Slack à l'agent pour lui demander de faire une tâche, il sera capable de contacter le MCP en question. Parce qu'il n'a pas de shell, il ne peut pas exécuter des commandes directement. Pour revenir sur la délégation, est-ce que vous faites une différence fondamentale entre déléguer à un agent et déléguer à un développeur junior? Absolument pas. En fait, je pense que c'est très similaire à quand par exemple, on peut voir une entreprise, au début, on faisait les choses à la main, puis après, on monte un peu en grade, on ne fait plus les choses à la main. Ben là, c'est la même façon, les compétences qu'on a à faire les choses à la main, elles vont se dégrader. Là, le truc qui change, c'est que c'est un outil, on crée une dépendance à celui-ci, et on n'a aucune maîtrise sous l'outil. Ça fait 1 an, 2 ans qu'ils existent, donc c'est est-ce qu'on accepte de devenir dépendant à ceci? Pour continuer sur la question précédente, quel est votre point de vue du coup sur les juniors? Parce que ici on parle de seniors qui délèguent des choses qu'ils connaissent à l'agent pour plus s'en embêter et passer à un autre niveau potentiellement, mais les juniors qui n'ont jamais eu ces compétences, comment vous envisagez du coup les interactions avec ces agents dans votre logique? Je t'en prie. Effectivement, c'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'on a encore de très bonnes réponses à celui-ci aujourd'hui. Donc, comment les juniors font dans ce monde-là? Je dirais d'abord, c'est une histoire de posture. Parce qu'on peut être face à un agent et le laisser réfléchir à notre place et le laisser faire notre travail, mais on peut aussi l'utiliser pour challenger ce qu'on fait, poser des questions, comprendre, trouver des ressources. Ça, ils sont très, très forts pour ça. Donc, je dirais qu'un junior, il peut très bien se débrouiller, voire même mieux qu'un senior, mais il faut qu'il ait la bonne posture et beaucoup d'énergie, parce qu'il va avoir beaucoup de choses à apprendre. Et pas céder à la facilité, ça marche, ça compile, je m'arrête là, je comprends pas pourquoi. Ok. Ah, une dernière. J'ai une petite question sur la fenêtre de contexte. On a parlé pas mal d'optimisation, mais j'ai du mal à saisir à quel moment en fait ça tient plus. Est-ce qu'en fonction des modèles, elle doit changer, je présume, et donc si dans 6 mois il y a un nouveau modèle, est-ce que ça va être encore un problème? Est-ce que ça va être... Alors effectivement, pour la question, c'était en gros, comment on fait pour savoir sur un LLM où est la limite à peu près quand on commence à avoir une perte de précision importante? Ben là, honnêtement, on a quelques benchmarks qui commencent à apparaître pour arriver à identifier ces choses-là. L'exemple qu'on a donné, c'était avec l'aiguille dans la botte de foin. Donc l'idée, c'est de donner une énorme quantité de data et de voir à partir de combien de fenêtres de contexte et une baisse de précision. C'est ce qu'on avait montré. Mais je dirais que ça va être vraiment au doigt mouillé, au feeling. Je dirais un beau marqueur, c'est à un moment où vous dites quelque chose à l'agent, il vous répond
Vous avez complètement raison. C'est souvent le moment où il est temps de créer un handoff pour reset parce qu'on allait trop loin dans le contexte. Merci.